Bonjour. Alors, faisons un point sur les sanctions en cas d'inexécution du contrat par l'une des parties. Alors, l'article 1217 du Code civil énumère les différentes sanctions offertes aux créanciers en cas d'inexécution totale, d'inexécution partielle ou de mauvaise exécution. L'article 1217 prévoit que ce choix appartient au créancier. Il peut choisir entre l'exception d'inexécution, l'exécution forcée en nature, la réduction du prix, la résolution du contrat ou la responsabilité contractuelle. L'article prévoit aussi qu'il est possible de cumuler certaines sanctions, celles qui ne sont pas incompatibles. Comme par exemple, il est tout à fait possible de commencer par l'exception d'inexécution comme moyen de pression. Et puis si finalement il s'exécute, il n'y aura pas d'autres sanctions, ou éventuellement vous pouvez demander des dommages et intérêts pour les préjudices que vous ont causé l'inexécution. Si finalement le débiteur n'exécute toujours pas, alors vous pouvez demander l'exécution forcée en nature ou la résolution du contrat. Donc ces deux sanctions sont compatibles. De même que vous pouvez demander l'exécution forcée en nature avec des dommages et intérêts. Vous pouvez demander la résolution du contrat avec des dommages et intérêts. En revanche, il y a des sanctions qui ne sont pas compatibles. On ne peut pas demander la résolution du contrat, qui tente à anéantir le contrat, et l'exécution forcée en nature. C'est pas compatible. Vous pouvez pas demander à exécuter un contrat si en parallèle, vous avez demandé la résolution. De même, si vous avez demandé la réduction du prix en cas d'inexécution imparfaite, il semble compliqué ensuite de demander des dommages et intérêts pour compenser l'inexécution du contrat que vous n'avez pas eu. C'est des choses c'est-à-dire vous donnez d'une main quelque chose au débiteur en disant « Ok, t'as mal fait, je réduis le prix, mais de l'autre côté, je vais te demander des dommages et intérêts. » Sinon, ça reviendrait finalement à ne pas avoir réduit le prix. Donc attention, on ne cumule que les sanctions qui sont cumulables, celles qui sont compatibles, et on ne cumule pas quand ça n'est pas incompatible. Alors étudions chaque sanction, les unes après les autres, à chaque fois ses conditions et ses effets. On va commencer par l'exception d'inexécution. Alors d'abord ces conditions. Vous trouvez l'exception d'inexécution aux articles 1219 et 1220 du Code civil. Elle suppose évidemment un contrat synallagmatique, parce que c'est justement l'interdépendance des obligations qui permet à l'un de ne pas exécuter si l'autre n'exécute pas. Bon. Et il faut que le débiteur n'ait pas exécuté son contrat, ou du moins qu'il y ait une menace manifeste d'inexécution. Il aurait dû exécuter, enfin il devrait exécuter, mais vous savez qu'il ne va pas le faire. Et donc vous pouvez anticiper en n'exécutant pas votre propre obligation. Alors en revanche, attention, il n'est pas nécessaire que cette inexécution soit fautive. Faites attention, on peut ne pas exécuter alors que ça ne sera pas de son fait. Il n'est pas nécessaire de saisir le juge, c'est tout l'intérêt de l'exception d'inexécution. En revanche, il faut notifier dans les meilleurs délais sa décision de ne pas exécuter sa propre prestation en réaction. Donc quels sont les effets ? Eh bien, les effets, vous l'avez compris, c'est la suspension de son obligation par le créancier. Tu n'exécutes pas ? Je n'exécute pas non plus. Bon, il faut cependant une réaction proportionnée. C'est-à-dire que si votre débiteur n'a pas exécuté du tout, vous pouvez ne pas exécuter du tout votre prestation. Mais s'il exécute en partie, vous n'allez pas ne pas exécuter du tout. Prenons par exemple un propriétaire et un locataire. Le propriétaire ne fait pas quelques travaux, mais l'appartement reste quand même habitable. Bon, le locataire, il ne va pas cesser de payer complètement ses loyers. Il va peut-être cesser de payer une partie de ses loyers. Il n'a pas un appartement totalement conforme mis à disposition, donc il y a une partie de l'obligation du propriétaire qui n'est pas exécutée, mais ça ne justifiera pas une inexécution totale. Alors attention, l'exception d'inexécution ne met pas fin au contrat. Le contrat existe toujours. Et donc c'est une sanction qui a un caractère très provisoire. J'entends par là que si le débiteur finalement s'exécute, il faudra que le créancier s'exécute aussi. Souvent, c'est un moyen de pression. Tu ne fais pas, je ne fais pas, pour t'inciter à faire. Si finalement le débiteur ne s'exécute pas, vous n'allez pas rester comme ça ad vitam. Il va falloir à un moment ou à un autre tenter une autre action plus radicale, soit l'exécution forcée, soit la résolution du contrat pour qu'on sorte de ce contrat. On ne va pas rester tu ne fais rien, je ne fais rien, tu ne fais rien, je ne fais rien, tu ne fais rien, je ne fais rien. Il va à un moment falloir en sortir. Donc voilà pour l'exception d'inexécution qui est souvent un préalable, si vous voulez, à une autre sanction, l'exception, la résolution ou l'exécution forcée. Voyons justement maintenant, deuxième sanction, l'exécution forcée en nature. Les conditions. Vous les trouvez à l'article 1221. Il faut une mise en demeure.
Vous devez mettre en demeure le débiteur d'exécuter sa prestation. Il faut aussi saisir le juge. On ne peut pas se faire la justice soi-même et forcer l'autre. Comment on ferait? Le contraindre avec un revolver sur la tempe? Ça n'est pas possible. Donc il faut forcément une décision du juge pour obtenir finalement une contrainte sur le débiteur. Bon, il faut évidemment qu'il y ait une inexécution de la part du débiteur ou alors une mauvaise exécution de la part du débiteur. Mais attention, il faut en outre que l'exécution forcée en nature soit possible. C'est-à-dire que vous savez, sous l'empire de l'ancien droit, on distinguait les obligations de faire, de ne pas faire, et on considérait que celles-ci ne se traduisaient que par des dommages et intérêts. Et en fait, la jurisprudence l'avait traduit un peu différemment en disant, en fait, ce qui compte, c'est est-ce que c'est possible? Par exemple, un vieil arrêt de 1900, du 14 mars 1900, s'agissant d'un peintre, c'est pas possible de forcer un peintre à vous faire un portrait. Il va faire n'importe quoi. Effectivement, quand c'est trop personnel, on ne peut pas contraindre une personne. Et de même, il y a des cas où ça n'est pas possible, quand par exemple, c'est une obligation de ne pas faire quelque chose. Par exemple, l'obligation de ne pas faire concurrence. Si votre débiteur vous a déjà fait concurrence, comment vous voulez ordonner l'exécution forcée? C'est trop tard. Donc l'exécution forcée en nature ne sera envisageable que si elle est possible. Bon. Mais il faut une autre condition. Il ne suffit pas seulement qu'elle soit possible, il faut aussi que cette exécution forcée en nature ne soit pas manifestement disproportionnée quant à son coût pour le débiteur, de bonne foi, par rapport à l'intérêt du créancier. C'est-à-dire que si par exemple le créancier en retirerait un tout petit avantage, alors que pour le débiteur ça lui coûterait extrêmement cher, ben on va faire une forme de contrôle de proportionnalité. Vous vous souvenez peut-être de cet arrêt, CIF 3e 11 mai 2005, où vous avez, je crois que c'est un architecte, un entrepreneur qui devait construire une maison, et je crois qu'il manquait 30 cm de hauteur pour que la maison soit construite telle que les stipulations contractuelles l'exigeaient. Bon. Pour ordonner l'exécution forcée, il fallait ordonner la démolition totale et la reconstruction. C'est énorme pour le débiteur, c'est un coût énorme. Mais est-ce que c'est vraiment proportionné par rapport à l'intérêt du créancier? Ça dépend. Si c'est juste parce que, bon, c'est une petite lubie, il veut être à 30 cm, c'est feng shui, bon, effectivement, là, il y a peut-être une disproportion. Si les 30 cm, c'est ce qui fait passer la maison d'une zone inondable en zone non inondable, là, l'intérêt pour le créancier, il est énorme. Donc, il faut vraiment, effectivement, faire ce contrôle de proportionnalité. Et attention, il faut que le débiteur soit de bonne foi. S'il est de mauvaise foi, il n'y aura pas ce contrôle de proportionnalité. Tant pis pour lui. Au final, c'est ça l'idée. Tant pis pour lui. Alors, quels sont les effets de cette exécution forcée? Le principe, c'est qu'on va condamner le débiteur à exécuter en nature ou à détruire ce qu'il a mal fait. Bon, on va le condamner à faire ce qu'il s'est engagé à faire. Après, il y a une autre solution, c'est l'article 1222. C'est-à-dire que le créancier peut se dire, non, attends, moi je vais le faire moi-même ou je vais le faire par quelqu'un d'autre. Et dans ces cas-là, il peut demander au juge une avance ou un remboursement de ce qu'il a fait faire lui-même ou fait lui-même. Donc c'est plus tout à fait la même chose, c'est plus tout à fait vraiment de l'exécution forcée en nature, mais c'est quand même dans les articles 1221 et 1222. Envisageons maintenant la réduction du prix qui n'était pas dans le Code civil de 1804, mais qu'on trouvait dans le droit des contrats spéciaux, et finalement qu'on trouve en pratique. En pratique, ça se faisait souvent. L'entrepreneur, il a fait 90% des travaux, vous lui avez payé 90% de ce qu'il devait faire, et puis il ne revient plus pour faire les petites finitions, peindre les plaintes, ou je sais pas moi, coller 3-4 petites choses. Bon, il vient pas le faire, il a pas terminé. Et ben moi je lui paye pas la fin. Voilà, c'est quelque chose qui se faisait en pratique. Maintenant, c'est clairement prévu dans le Code civil. Alors, quelles sont les conditions? On trouve ça à l'article 1223 du Code civil. Il faut une exécution imparfaite. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait une inexécution totale. C'est vraiment, il y a eu soit une inexécution partielle, soit une mauvaise exécution. Donc ça vraiment, ça marche dans l'hypothèse où il y a quand même eu quelque chose, ça n'est pas terminé ou ça a été mal fait. Bon, là dans ces cas-là, il faut distinguer deux choses. Si le créancier n'a pas encore payé ou n'a pas encore tout payé, il met en demeure son débiteur d'exécuter parfaitement, de terminer. Si le débiteur ne s'exécute pas, dans ces cas-là, le créancier va notifier au débiteur la réduction. Il lui dit, voilà, t'as pas terminé, je réduis le prix de 20% par exemple. Si le débiteur accepte, il faut que cette acceptation soit faite par écrit. Si le débiteur refuse, alors il faudra saisir le juge pour demander au juge de prononcer cette réduction du prix. Si le créancier a déjà payé, il a déjà tout payé, bien dans ces cas-là, il peut essayer de se mettre d'accord avec le débiteur pour obtenir un remboursement d'une partie du prix, et s'il ne parvient pas à obtenir ce remboursement, alors il saisira le juge pour obtenir ce remboursement.
Quels sont les effets de cette réduction du prix? Vous l'avez compris, une réduction du prix qui sera proportionnée à l'inexécution ou à la mauvaise exécution. C'est-à-dire que si 20% n'ont pas été réalisés, vous baisserez le prix à hauteur de 20%. Bon, encore une fois, vous l'avez compris, si le prix a déjà été payé, ça se traduira par un remboursement. Si le créancier n'a pas encore payé, ça se traduira par une réduction de sa propre prestation. Voyons maintenant la résolution. Alors, les conditions de la résolution varient selon que l'on est face à une résolution judiciaire, à une résolution unilatérale ou à une clause résolutoire. Commençons par la résolution judiciaire, qui était la seule au départ qui existait vraiment dans le Code civil de 1804. Elle est à l'article 1227 du Code civil et elle nécessite évidemment une saisine du juge. C'est le juge qui prononcera la résolution judiciaire et c'est toujours facultatif. C'est en cela que quand on dit dans l'article 1217 que le créancier a le choix, oui, il a le choix, mais ça ne veut pas forcément dire que s'il choisit la résolution, il obtiendra la résolution. C'est une sanction qui est tellement lourde que le juge peut prononcer la résolution, article 1228, ou l'exécution forcée, en octroyant éventuellement des délais aux débiteurs ou seulement des dommages et intérêts, ou alors y ajouter des dommages et intérêts. Donc le juge a quand même une appréciation. Ce n'est pas parce qu'il est saisi d'une demande de résolution judiciaire qu'il y aura forcément résolution judiciaire. Bon. En outre, pour qu'il y ait résolution judiciaire, comme les effets sont graves, il faut qu'il y ait aussi une inexécution suffisamment grave. C'est l'article 1224. Une petite inexécution ne donnera pas lieu à une sanction aussi lourde. En revanche, attention, peu importe que l'exécution soit due à une faute ou pas. Parfois, l'inexécution peut être due à un cas de force majeure, et dans ces cas-là, il y aura quand même résolution. Il ne pourrait pas y avoir en plus de dommages et intérêts, mais il peut quand même y avoir résolution. Voyons maintenant la clause résolutoire. Elle n'était pas prévue dans le Code civil de 1804, mais la jurisprudence l'avait acceptée. La clause résolutoire, elle était aujourd'hui prévue à l'article 1225 du Code civil. Il faut normalement, pour mettre en œuvre cette clause résolutoire, une mise en demeure du débiteur, sauf si la clause exclut clairement cette condition de mise en demeure. Bon. L'avantage de la clause résolutoire, c'est que ça va permettre une résolution de plein droit, sans juge. C'est donc plus rapide, c'est donc plus clair, plus net et plus précis. Mais à condition, évidemment, que la clause résolutoire soit précise. C'est-à-dire qu'il faut que la clause prévoie de manière très claire quels sont les cas qui permettent de prononcer la résolution. C'est-à-dire il faut prévoir si tu devais livrer la chose le lundi à 10h, si la chose n'est pas livrée le mardi à midi, il y a la possibilité de prononcer, d'obtenir la résolution du contrat. Donc il faut que la clause soit très précise, justement, et c'est tout son intérêt, c'est que ça limite l'aléa inhérent à la saisine du juge, parce que le juge, il peut refuser, il va apprécier, est-ce que c'est suffisamment grave, pas grave. Là, c'est vous, en amont, qui avez décidé ce qui était grave et qui justifiait la résolution. Et puis, vous savez, le juge peut dire, bon, c'est peut-être grave, mais je préfère pas la résolution, je vais prononcer l'exécution forcée. Là, si la clause est bien rédigée, vous savez à l'avance quelle sera la sanction. Reste alors la résolution unilatérale, qui n'existait pas dans le Code civil de 1804. Ça paraît assez choquant qu'une personne puisse unilatéralement mettre fin à un contrat, sauf évidemment pour les CDI sous réserve d'un préavis. Mais là, on est vraiment dans l'hypothèse où tu n'as pas exécuté ton contrat. Je décide unilatéralement d'y mettre fin. Eh bien, la jurisprudence l'avait accepté dans l'arrêt de Tocqueville du 13 octobre 1998 et on comprend bien l'idée. L'idée, c'est d'éviter effectivement la longueur de la procédure judiciaire. C'est-à-dire que lorsqu'il faut demander la résolution judiciaire, si vraiment il y a une inexécution grave, il peut y avoir 1 an, 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce que je fais en attendant? Moi, j'ai besoin absolument d'avoir un autre fournisseur. Est-ce que je peux me permettre de conclure un contrat avec un autre fournisseur tant que le juge n'a pas prononcé la résolution? Ça permettait d'obtenir une sanction beaucoup plus rapide, ce qui est quand même plus cohérent au regard de la rapidité du droit des contrats et du droit des affaires. Bon. Donc désormais, c'est consacré à l'article 1226. Alors, il faut d'abord évidemment mettre en demeure préalablement le débiteur. Sauf si vraiment il y a urgence, dans ces cas-là, on peut prononcer la résolution unilatérale sans respecter cette condition de mise en demeure. Bon. Cette résolution unilatérale, elle s'applique à tout contrat. Évidemment, j'ai mis CDI, CDI, vous voyez bien que c'est ridicule, CDI ou CDD. Pour les CDI, on le sait, de toute façon, on peut mettre fin au contrat unilatéralement sous réserve d'un préavis. Mais là, vous pouvez le faire sans même respect de préavis dans un CDI et même dans un CDD. Bon. La saisine du juge, évidemment, n'est pas nécessaire, c'est là tout son intérêt. Sinon, autant choisir la résolution
judiciaire. Mais attention, il faut quand même une inexécution suffisamment grave. Ne mettez pas fin à un contrat unilatéralement s'il n'y a qu'une toute petite inexécution de la part de votre contractant. C'est l'article 1224. Pourquoi? Parce qu'il faut être prudent. Le juge peut intervenir a posteriori. On dit que la résolution, elle était aux risques et périls de celui qui résout le contrat. C'est-à-dire que le contractant qui subit la résolution peut décider, s'il estime qu'elle n'est pas justifiée, de saisir le juge après la résolution. Et dans ces cas-là, ce sera au créancier de prouver la gravité de l'inexécution. Donc vous avez quand même intérêt à mettre en œuvre cette résolution unilatérale uniquement dans les cas les plus graves, parce que sinon, le juge pourra dire « vous avez mis fin au contrat de manière unilatérale, de manière injustifiée », et la sanction, ce sera des dommages et intérêts. Donc c'est effectivement une résolution unilatérale aux risques et périls de celui qui résout le contrat unilatéralement. Voyons maintenant les effets de la résolution. L'article 1229 prévoit les effets. Alors, on est d'accord que si c'est une clause résolutoire, les parties peuvent avoir, et normalement c'est ce qu'elles font, aménager les effets de cette résolution. Dans l'autre cas, effectivement, le principe c'est que la résolution va mettre fin au contrat. Si le contrat n'a pas du tout été exécuté, dans ces cas-là, c'est statu quo. Personne n'a rien à faire, le contrat est anéanti. Le problème, c'est lorsque le contrat a été partiellement exécuté. Le grand principe, c'est que normalement, la résolution, elle avait un caractère rétroactif. Mais la sanction était trop lourde et donc la jurisprudence était rentrée dans des sous-distinctions qui sont aujourd'hui consacrées à l'article 1229, c'est-à-dire que si les prestations échangées par les parties jusqu'à présent, ce qu'elles ont exécuté partiellement, ne pouvaient trouver leur utilité que dans l'exécution totale du contrat, alors il y aura des restitutions, il y aura une rétroactivité. Si finalement le contrat n'a d'intérêt que si tout est exécuté, alors la résolution entraînera un anéantissement rétroactif et chacun restituera ce qu'il a reçu. Si au contraire, les prestations échangées ont trouvé pour chaque partie leur utilité au fur et à mesure du contrat, on ne va pas revenir sur ce qui finalement vous a été utile. Et dans ces cas-là, il n'y aura de restitution que pour la période inexécutée. On n'aura pas une rétroactivité depuis le début. Prenez par exemple un bail, un contrat de bail qui est bien exécuté pendant 5 ans, je paye mes loyers, le propriétaire met bien le bien à disposition. Bon, si finalement l'une des parties d'un seul coup n'exécute plus sa prestation, on ne va pas revenir rétroactivement depuis le début du bail alors qu'au début tout s'est bien passé. D'accord ? L'idée étant justement d'éviter ces restitutions qui sont toujours extrêmement compliquées à organiser. Alors on continue sur les effets de la résolution. Il y a aussi certaines clauses qui vont être maintenues en cas de résolution du contrat. C'est l'article 1230 qui le prévoit, c'est en fait toutes les clauses relatives au règlement des différends. Une clause compromissoire, une clause attributive de compétence. C'est-à-dire ces clauses que vous avez mis dans le contrat en vous disant si jamais un jour nous avons un problème, eh bien nous n'irons pas voir les juridictions étatiques, mais un arbitre. Nous ne saisirons pas le tribunal de grande instance de Paris, mais le tribunal de grande instance de Strasbourg. C'est-à-dire que vous avez déjà choisi à l'avance comment régler vos différends. Donc il est logique, s'il y a résolution, il y a différend, que l'on maintienne ces clauses. Elles sont là pour ça. De même, toutes les clauses qui sont destinées à produire des effets en cas de résolution du contrat, comme les clauses de non-concurrence, les clauses de confidentialité, évidemment qu'on va les conserver. Et la jurisprudence, dans un arrêt de la Chambre commerciale du 7 février 2018, a aussi considéré qu'en cas de résolution pour inexécution, eh bien, les clauses de responsabilité pouvaient être maintenues. Donc attention, même si la résolution a un effet rétroactif, il y a certaines clauses qui vont pouvoir perdurer. Précisément ces clauses qui sont là pour organiser la rupture. C'est leur but, c'est leur intérêt, les parties se sont mis d'accord au début, et on va respecter cet accord alors même que le contrat serait anéanti du fait de la résolution. Terminons par la dernière sanction, la responsabilité contractuelle. Celle-ci, elle peut se cumuler avec toutes les autres sanctions, on va dire, exception peut-être faite de la réduction du prix, du moins vous ne pourrez pas dire que le fait d'avoir obtenu moins est un préjudice, sinon ce serait un petit peu antinomique avec la réduction du prix. Mais la responsabilité contractuelle, on peut généralement l'accumuler avec toutes les autres sanctions. Commençons par les conditions, et elles sont assez nombreuses. Les conditions, vous les trouvez aux articles 1231-1 et suivants du Code civil. Première condition, évidemment, ça semble logique, il faut un contrat entre la victime et le défendeur. Pour qu'il y ait responsabilité contractuelle, il faut qu'il y ait un contrat, parce que vous savez qu'il y a un principe de non-cumul des responsabilités, c'est-à-dire que par principe, la responsabilité est contractuelle chaque fois qu'il y a un contrat entre la victime
et le défendeur. Et s'il n'y a pas contrat, alors dans ces cas-là, on se tourne vers la responsabilité extra-contractuelle. Et donc, il faut faire très attention. Et vous savez qu'il y a des situations où ça ne pose aucun problème, il y a un contrat, mais il y a des situations qui sont plus problématiques, notamment avec le transporteur ferroviaire, pour que la responsabilité de la SNCF ou de la RATP soit retenue sur le fondement contractuel. Il faut que la victime, que le créancier ait un billet de train valide. Mais attention, même si vous avez votre billet de train, il faut que le dommage soit causé pendant le trajet. C'est un arrêt du 21 novembre 1911. En revanche, même si vous avez votre billet de train valide et que vous êtes tranquille en train d'attendre sur le quai de la gare et qu'il y a un accident, alors ce sera une responsabilité extra-contractuelle. C'est l'arrêt du 7 mars 1989. En revanche, chaque fois que vous n'avez pas de billet de train, que vous êtes dans le mauvais train ou que le transport est terminé, que vous êtes remonté dans le train, là, dans ces cas-là, c'est la responsabilité extra-contractuelle. Donc, il faut être vigilant et toujours bien vous demander, est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce qu'il y a un contrat valable pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle? C'est la première des conditions. Deuxième condition, il faut qu'il y ait un préjudice, mais pas n'importe quel préjudice, un préjudice prévisible, article 1231-3 du Code civil. On veut évidemment un dommage pour qu'il y ait responsabilité contractuelle, la seule inexécution ne suffit pas, mais c'est pas n'importe quel dommage. Il faudra démontrer que ce dommage était prévisible au moment de la formation du contrat. Et notamment, pour revenir sur les questions de SNCF ou de RATP, notamment la SNCF, si vous prenez un billet de train Lyon-Paris et qu'ensuite vous avez un avion Paris-Miami, si votre train arrive en retard, vous ne pouvez pas ensuite demander réparation de l'absence de possibilité de prendre votre avion, parce qu'on vous dira, mais comment voulez-vous que la SNCF puisse deviner, si vous lui prenez un train Lyon-Paris, que votre destination c'est Miami et c'est pas Paris. Ce préjudice n'était pas prévisible au moment de la formation du contrat. Donc il faut faire attention et ne retenir que les préjudices prévisibles. Troisième condition, évidemment, il faut une inexécution. Il faut une faute. Il faut un manquement à une obligation contractuelle. Donc, il faut d'abord commencer par bien identifier les manquements contractuels. Il faut regarder ce qu'il y a dans le contrat. Il faut aussi regarder, vous le savez, toutes les obligations légales. Un manquement au devoir de bonne foi, c'est un manquement contractuel. Et puis, il faut aller aussi rechercher, vous le savez, tout ce que le juge peut avoir inventé. Est-ce qu'il n'y a pas une obligation de sécurité que le juge aurait inventée? Donc, vous repérez bien l'obligation contractuelle et vous allez vous demander si cette obligation a été violée. Normalement, le principe, c'est 1353, c'est à la victime de démontrer qu'il y a une faute de la part du débiteur. Mais vous le savez, à la suite de la doctrine, la jurisprudence a retenu une distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat, qui changent profondément la chose, qui changent profondément pour la victime, les règles en matière de preuve. Si c'est une obligation de moyens, la victime doit prouver la faute du débiteur. Elle doit prouver que le débiteur n'a pas été prudent, n'a pas été diligent, qu'il n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir, tout ce qui était possible pour atteindre le résultat escompté. Donc, ça met la victime dans une situation finalement de droit commun où elle doit prouver la faute, ce qui est plus difficile pour elle. En revanche, si on est face à une obligation de résultat, la situation est bien plus favorable pour la victime. Elle n'a pas à prouver la faute, elle a juste à démontrer que le résultat n'est pas atteint. Et souvent, la preuve du préjudice suffira. Regardez, il y avait une obligation de sécurité de résultat, je suis blessé, le résultat n'est pas atteint. Toute la difficulté est de savoir comment faire la distinction entre une obligation de moyens et une obligation de résultat. Parfois, ça peut être écrit dans le contrat. Lorsque, par exemple, Chronopost s'engage à vous livrer en 24 heures, là, c'est une obligation de résultat. Bon, donc parfois, c'est stipulé dans le contrat. Lorsque, par exemple, la SNCF vous vend un billet de train où vous êtes censé arriver à Paris à 11h05, 11h05, c'est une obligation de résultat, l'obligation de ponctualité de résultat. Bon, mais dans les contrats, ça n'est pas toujours expressément écrit si c'est une obligation de moyens ou de résultat. Dans ces cas-là, les juges vont rechercher s'il existe ou pas un aléa dans l'exécution, dans l'obligation. Certaines obligations présentent nécessairement un aléa, comme par exemple l'obligation de soins du médecin. Alors je sais que maintenant, on n'est plus tellement sur le terrain contractuel pour le médecin, on est sur un terrain légal avec une loi spéciale, mais pendant très longtemps, vous le savez, ce fut un terrain contractuel à la suite de l'arrêt Mercier, et la jurisprudence considérait qu'il y avait un aléa forcément dans l'obligation de soins du médecin. Donc, du fait de cet aléa, on ne peut pas faire peser une obligation de résultat sur le médecin, mais seulement une obligation de moyens. En revanche, quand il n'y a aucun aléa, que tout dépend clairement du débiteur, eh bien dans ces cas-là, il doit aboutir au résultat promis. Autre critère qui est souvent pris en compte par les juges, souvent d'ailleurs en matière d'obligation de sécurité, c'est le rôle de la victime. A-t-elle un rôle actif ou un rôle passif? Ce qu'on appelle un rôle actif, qu'il ne faudra pas confondre avec la faute de la victime, le rôle actif, c'est est-ce qu'elle peut participer à sa propre sécurité?
Est-ce qu'elle a une liberté de mouvement? Est-ce qu'elle peut ralentir, accélérer, changer de trajectoire, monter, descendre, arrêter? Donc ça, c'est quand elle joue un rôle actif dans sa sécurité. Si elle a un rôle dans sa sécurité, on ne peut pas faire peser sur le débiteur l'intégralité. On ne peut pas lui demander absolument d'atteindre le résultat. Donc son obligation ne sera que de moyens. À l'inverse, si la victime a un rôle passif, c'est-à-dire qu'elle ne peut rien faire vraiment pour assurer sa sécurité. Elle n'a pas la possibilité de ralentir si elle voit le danger arriver, elle ne peut pas monter, elle ne peut pas descendre, elle ne peut pas aller plus vite, elle ne peut pas sauter, elle ne peut rien faire. Dans ces cas-là, sa sécurité repose sur le débiteur qui doit donc assurer sa sécurité. Il a une obligation de résultat. Voilà les différents critères mis en place par les juges pour savoir si on est face à une obligation de moyen de résultat. C'est pas toujours extrêmement fiable, vous le savez, la doctrine critique, mais en tout cas, voilà les critères qui sont mis en œuvre. Une fois que vous avez déterminé qu'il y avait un préjudice et que vous avez une inexécution, il va falloir envisager les questions de lien de causalité et celles qui vont avec, à savoir l'exonération. Bon, vous le savez, il faut démontrer qu'il y a un lien causal entre l'inexécution et le préjudice. Mais attention, c'est pas un lien causal aussi large qu'en matière de responsabilité extra-contractuelle, puisque l'article 1231-4 exige que le dommage soit la suite directe et immédiate de l'inexécution. Donc il faut une causalité entendue au sens plus strict. Alors la jurisprudence n'est pas toujours forcément stricte, mais il faut, en tout cas elle prend soin de souligner qu'il faut un lien causal direct. Bon. Donc il faut évidemment qu'il y ait ce lien de causalité. S'il n'y a pas de causalité, il n'y aura pas de responsabilité. Maintenant, vous savez qu'il y a des causes d'exonération qui peuvent briser ce lien de causalité ou intervenir dans ce lien de causalité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres événements qui ont concouru, qui ont été la cause du dommage et qui peuvent venir réduire ou supprimer le droit à indemnisation. C'est par exemple la force majeure. La force majeure, c'est aujourd'hui défini à l'article 1218 du Code civil. Avant, vous le savez, c'était un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Désormais, on retient un événement qui échappe au contrôle du débiteur, c'est-à-dire que ça prend en compte l'extériorité, mais c'est plus vague parce que ça permet aussi, par exemple, de prendre en compte la maladie du débiteur. La maladie du débiteur, c'était pas vraiment extérieur, donc c'était posé la question de savoir si oui ou non on pouvait le retenir. Un arrêt d'assemblée plénière en 2006 avait retenu la maladie. Maintenant, c'est encore plus clair. C'est un événement qui échappe au contrôle du débiteur, donc extériorité plus aussi les hypothèses de maladie. Bon, il faut que ce soit un événement imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Parce que si c'est prévisible, il ne fallait pas vous engager à le faire, sachant que vous saviez qu'il y avait cette possibilité que vous ne puissiez pas l'exécuter. Et il faut que ce soit un événement irrésistible au stade de l'exécution. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exécuter le contrat du fait de cet événement de force majeure. Et vous le savez, la force majeure, c'est une cause d'exonération totale du débiteur. On a une autre cause d'exonération qui est la faute de la victime. Alors la faute de la victime, il faut évidemment qu'elle ait concouru à son propre dommage. Si elle remplit les caractères de la force majeure, ce sera une cause d'exonération totale. Si elle ne remplit pas les caractères de la force majeure, ce sera une cause d'exonération partielle, le quantum de l'exonération étant évidemment apprécié souverainement par les juges du fond. Et vous le savez, la Cour de cassation se montre particulièrement sévère à l'égard du transporteur ferroviaire, puisqu'à la suite d'arrêts de 2008, notamment 13 mars 2008, eh bien, elle retient que la faute de la victime ne peut pas être une cause d'exonération partielle du transporteur ferroviaire, c'est-à-dire soit elle remplit les caractères de la force majeure et c'est une cause d'exonération totale, soit elle ne remplit pas les caractères de la force majeure et ça n'est pas une cause d'exonération du tout, mais c'est limité au transporteur ferroviaire. Voyons maintenant les effets de la responsabilité contractuelle. Et là, il faut bien avoir en tête une opposition avec la responsabilité extra-contractuelle. En matière extra-contractuelle, le principe, c'est la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit. On répare tout le préjudice. En matière contractuelle, le principe est inversé. Par principe, on répare de manière limitée. On verra quelles sont les limites. Et c'est à titre exceptionnel qu'il y aura une réparation intégrale. Alors voyons le principe, la réparation limitée. D'abord, cette réparation elle est limitée par la loi. On l'a déjà envisagé tout à l'heure quand on envisageait la condition de préjudice. L'article 1231-3 limite la réparation au préjudice qui était prévisible au moment de la formation du contrat. Cette idée, c'est que vraiment, le contrat est une arme de prévisibilité. On calcule l'équilibre des prestations en tenant compte des risques que l'on prend et des risques que l'on peut raisonnablement prévoir. Bon. Mais en plus de cette limite légale, les parties peuvent prévoir des limites conventionnelles. Elles peuvent prévoir encadrer la réparation dans leur contrat.
Ce sera par exemple le cas avec les clauses de responsabilité. Les clauses limitatives de responsabilité, par exemple, vous pouvez prévoir que vous n'êtes pas responsable en cas d'inexécution de telle obligation, ou souvent vous prévoyez des plafonds d'indemnisation. Par principe, ces clauses sont valables. Ça ressort clairement de l'article 1231-3 du Code civil, mais il y a des exceptions. Vous le savez, certaines clauses de responsabilité peuvent être considérées comme des clauses abusives, notamment lorsqu'elles sont imposées par un professionnel à l'égard du consommateur. Dans ces cas-là, elles font partie de la liste noire, donc elles sont interdites. Article L212-1 et R212-1 du Code de la consommation. Et puis, vous le savez, ces clauses, elles peuvent aussi contredire la portée de l'obligation essentielle du débiteur. C'est Chronopost, 22 octobre 1996, et Faurecia, 29 juin 2010. C'est l'hypothèse où vous avez une clause limitative de responsabilité qui porte sur l'obligation essentielle et qui est vraiment tellement faible que finalement le débiteur n'est pas obligé. Prenez Chronopost. Il s'engageait à livrer en 24 heures. S'il ne livre pas en 24 heures, la seule chose qu'il risque, c'est de vous rendre le prix que vous avez payé. Chronopost, franchement, à ce prix-là, n'est pas vraiment engagé. Eh bien, cette clause est non écrite, tout comme les clauses abusives. On a une deuxième limite conventionnelle qui peut être prévue par les parties pour encadrer les dommages et intérêts, c'est ce qu'on appelle les clauses pénales. Alors, les clauses pénales, ça a une double nature. C'est une évaluation forfaitaire de l'indemnité, donc ça ressemble de ce point de vue-là à une clause limitative, mais en même temps, il y a l'idée de sanction du débiteur. Et alors attention, dans une clause limitative, il y a un plafond dans le sens où vous dites ce sera plafonné à 10 000 euros. Si jamais le préjudice il est de 5 000, vous obtiendrez seulement 5 000, pas les 10 000. Si le préjudice est de 12 000, vous obtiendrez seulement les 10 000. Alors que dans une clause pénale, là, le montant il est fixé forfaitairement à l'avance. Peu importe le préjudice que vous subissez, même si c'est seulement 5 000 euros, si on a prévu une clause pénale à hauteur de 10 000 euros, ce sera 10 000 euros. Article 1231-5. Alors attention toutefois, le juge a la possibilité de moduler à la hausse ou à la baisse le montant de la clause pénale si ce montant est manifestement excessif ou au contraire manifestement dérisoire. Donc ne pas confondre la clause pénale et le plafond d'indemnisation dans le cadre d'une clause limitative de responsabilité parce que le régime juridique n'est pas le même. Voyons maintenant, petit 2, l'exception, la réparation intégrale. Alors, il y aura déjà éventuellement réparation intégrale si la clause était abusive ou si la clause portait sur l'obligation essentielle, mais attention, lorsque la clause est abusive ou que la clause porte sur l'obligation essentielle et qu'on en contredit la portée, c'est seulement la clause de responsabilité qui sera non écrite, mais il reste toujours le plafond légal préjudice prévisible. Là, l'exception que nous allons voir, c'est une exception qui fait sauter tous les plafonds légaux, les éventuels plafonds réglementaires et les plafonds conventionnels. C'est l'article 1231-3, c'est la faute lourde ou la faute dolosive. En présence d'une faute lourde ou dolosive de la part du débiteur, il y aura réparation intégrale. Même le plafond légal de préjudice prévisible va donc sauter. Alors, en revanche, attention, ça ne s'applique pas pour la clause pénale. La faute dolosive, c'est vraiment la faute intentionnelle. Le débiteur a cherché à nuire à son co-contractant. C'est vraiment l'hypothèse où on l'avait chargé de livrer des marchandises et il les vole. Bon, il y a vraiment l'idée de faute intentionnelle. La faute lourde, quant à elle, elle est définie par la jurisprudence de manière subjective. C'est notamment un arrêt un des arrêts Chronopost du 22 avril 2005 qui prend soin de définir la faute lourde de manière subjective comme une faute vraiment très grave. Il faut interpréter la gravité du comportement du débiteur, puisque la faute lourde est définie comme une négligence d'une extrême gravité, confinante au dol, c'est tellement grave qu'on en est presque au dol, qui dénote l'inaptitude du débiteur à accomplir sa mission contractuelle. Il est tellement bête en fait, qu'il en est presque méchant. Et l'idée, c'est que pendant très longtemps, dans le Code civil de 1804, l'article 1150 ne prévoyait que la faute dolosive comme source de réparation intégrale. Et la jurisprudence avait considéré que la faute lourde était équivalente au dol. C'est-à-dire qu'elle avait le même effet. Pourquoi ? Parce que la faute lourde, c'est la faute du très bête, la faute dolosive, c'est la faute du très méchant, et que parfois, le très bête, il est aussi dangereux que le très méchant. Donc on veut lui appliquer la même sanction. Et puis on voulait aussi éviter que
Le méchant ne se cache derrière sa grosse bêtise en disant « Ah mais non, c'est pas que j'ai voulu vous nuire, c'est que vraiment je n'ai pas fait exprès. Par exemple, vous êtes un chauffeur routier et vous vous arrêtez dans un quartier malfamé, vous laissez les portes ouvertes, la clé sur le contact et vous allez boire un café. Et là, vous dire « Ah mais non, j'avais pas du tout l'intention de vous nuire, je n'ai pas volé, ce n'est pas moi qui ai volé, j'ai vraiment pas fait attention. » Oui, mais enfin, t'es tellement bête que ça finalement ça revient exactement au même. Donc on veut éviter que le méchant se cache derrière sa grosse bêtise. Et donc on assimile parfaitement la faute lourde au dol, et maintenant c'est clairement écrit à l'article 1231-3. Donc pensez bien qu'en cas de faute lourde ou en cas de faute dolosive, il y aura réparation intégrale, et mieux vaut d'ailleurs souvent tenter la faute lourde, même parfois quand on serait à la limite de la faute dolosive, on préfère souvent agir sur la faute lourde parce qu'il n'y a pas besoin de démontrer cette intention qui n'est pas toujours facile à caractériser. Donc pour éviter de se casser le nez sur le côté intentionnel, mieux vaut agir sur le fondement de la faute lourde, c'est souvent plus facile et puis de toute façon ça a exactement le même effet. Voilà pour ce panorama finalement des différentes sanctions en cas d'inexécution du contrat. Si vous avez vu que le contrat était valable et que le contrat n'est pas exécuté, vous avez toute une panoplie de sanctions offertes au créancier à son choix avec des cumuls possibles. Cumul évidemment pour les sanctions on l'a dit qui sont compatibles entre elles et sous réserve évidemment de respecter les conditions de chacune des sanctions. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Elle était un petit peu longue mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ces sanctions. Bon courage à vous.